à toutes et à tous et bienvenue dans les talks de Math Digital. Je suis Morgane, la chargée de projet du dispositif Math Digital et je suis accompagnée de Camille. Bonjour. Bonjour Camille, merci beaucoup de m'accompagner sur ce talk. Aujourd'hui, on va parler des jeux d'argent et de hasard. Ils sont très répandus, on en entend souvent parler, ils sont même presque banalisés, mais finalement, quels sont leurs risques? C'est Amandine Luquins, notre invitée, qui va répondre à ces questions. Bonjour Amandine. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Je suis psychiatre addictologue au CHU de Nîmes, dans le sud de la France, et je suis aussi chercheuse à l'INSERM. Donc, vous travaillez actuellement sur l'élaboration de pictogrammes qui représentent le potentiel addictif des jeux. Est-ce que, avant de nous expliquer en quoi consistent ces pictogrammes, vous pourriez nous expliquer rapidement pourquoi vous vous êtes porté sur cette recherche? Alors, on s'est porté sur cette recherche pour différentes raisons, parce que d'habitude, la prévention dans le domaine des jeux de hasard et d'argent, elle est vraiment très portée par les joueurs. C'est-à-dire que l'industrie des jeux d'argent a tout intérêt à dire qu'en fait, les gens deviennent addicts parce qu'ils ont des fragilités. Et donc, c'est à eux de faire attention, de se protéger. C'est d'ailleurs carrément conceptualisé comme ça. On appelle ça le concept du jeu responsable. Et c'est vraiment un peu une particularité dans la prévention des addictions en général. Parce que quand on parle des addictions à une substance, par exemple à l'alcool ou au tabac, la population générale, elle identifie assez bien le fait que l'alcool et le tabac, c'est addictif et que ça peut comporter des risques et que du coup, les gens, en s'exposant à ces risques, peuvent tomber malades. Dans les jeux d'argent, en fait, les lobbies des opérateurs de jeux ont beaucoup poussé depuis des dizaines d'années pour essayer de se dégager un peu du fait que les jeux étaient risqués. Que c'était plutôt en fait aux gens de faire attention et que si vraiment ils devenaient addicts, c'était un peu de leur faute. Donc cette idée, en fait, c'est un peu un changement de paradigme, c'est de se dire voilà, on va assumer le fait que les jeux d'argent ont des risques qui sont intrinsèques, qui sont vraiment conceptualisés pour être addictifs. Et on va essayer d'aider les gens à comprendre quels sont ces risques pour mieux comprendre que justement les jeux, c'est pas des produits de consommation ordinaires, c'est pas banal comme activité, ça allume le cerveau de façon assez particulière et ça, en fait, ça comprend des risques. Donc du coup, on reprend sur ces pictogrammes. À quoi ressemblent-ils ? Alors, en fait, on a travaillé avec un consensus de chercheurs internationaux dans 13 pays différents. Et on leur a d'abord demandé de nous lister quelles étaient ces fameuses caractéristiques addictives des jeux. Donc, en fait, c'était quoi les composantes, les ingrédients, en fait, qui font qu'un jeu d'argent, ça rend addict. Et donc, on a fait une méthode qui s'appelle méthode de consensus, où, en fait, on demande aux gens, en fait, de se mettre d'accord par toute une méthodologie assez précise sur les 10 caractéristiques addictives, vraiment les plus addictives et qui étaient les plus importantes à transmettre à la population dans une optique de prévention pour que les gens s'exposent aux jeux d'argent mais de façon plus éclairée, c'est-à-dire en sachant mieux ce à quoi ils s'exposaient pour pouvoir mieux se protéger à la fin. Et donc, on a d'abord listé en fait ces concepts-là. Et puis après, on a demandé à un graphiste en fait de dessiner ces concepts et on les a associés à une définition. Parce qu'en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que ces concepts ne sont pas tous super intuitifs. Et donc, ils sont difficiles aussi à retenir pour les gens. Donc, l'idée du pictogramme, c'est vraiment quelque chose qui est assez largement utilisé en santé. Par exemple, vous avez peut-être remarqué déjà que sur les bouteilles de vin, il y a une petite femme enceinte qui, normalement, elle est barrée pour montrer il vaut mieux, mais c'est largement déconseillé de boire l'alcool quand on est enceinte. Mais il y a aussi, par exemple, des pictogrammes sur les bouteilles de Javel pour dire qu'il faut pas les mettre sur sa peau, ni évidemment le boire. Donc, pour prévenir en fait de danger, les gens sont habitués à ce qu'il y ait des petites images qui préviennent de danger pour la santé. Donc, l'idée, c'était effectivement d'utiliser ces petites images qui sont des warnings et qui permettent aux gens de mémoriser des concepts qui ne sont pas très, très intuitifs. Donc, du coup, on les a fait assez simples, dans le style noir et blanc, comme cette fameuse petite femme enceinte là, sur les bouteilles d'alcool. Mais l'idée, c'est plutôt quand même de les garder associés, en tout cas, dans un premier temps, à leur petite définition, compréhensible un peu par tout le monde, pour l'aider à les mémoriser. C'est vrai que quand on voit le pictogramme tout seul la première fois, comme ce n'est pas des choses que les gens peuvent forcément deviner, du coup, c'est mieux de lire la définition avec. Est-ce qu'on peut voir un peu quelques-uns de ces pictogrammes avec la définition ? Donc on a un picto qui nous met en garde parce qu'on peut parier plusieurs fois quasiment sans pause. On en a un autre qui nous met en garde parce qu'on peut parier en même temps que l'action. Donc c'est par exemple pendant un match sportif, on parie en même temps que les joueurs jouent. Ouais, c'est ça, le live betting.
Voilà, du live betting. Alors, on a un picto. Alors, moi, celui-ci, j'aurais bien aimé que vous nous en parliez un petit peu. On a un picto qui suggère que les pertes sont déguisées en gains. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, vous avez d'abord évoqué des pictogrammes qui sont vraiment en rapport avec la vitesse de jeu. Ouais. Donc, il y a plusieurs pictogrammes qui sont comme ça, qui visent à décrire le fait qu'en fait, on peut se mettre dans ce qu'on appelle une session de jeu, c'est-à-dire commencer à jouer et finalement passer beaucoup de temps à jouer sans vraiment faire de pause et y passer presque un peu toute la journée si on veut. Donc, c'est particulièrement vrai, par exemple, comme des jeux comme le poker, où on perd un peu la notion du temps. Donc, certaines formes de poker, ça dépend, mais... Et puis, il y a aussi des jeux qui sont vraiment relatifs à la vitesse de jeu. C'est-à-dire, je vais miser plusieurs fois de suite. Et là, vraiment, en fait, mon cerveau, il a du mal à se refroidir, entre guillemets, et à prendre les bonnes décisions. Donc, ça ressemble un petit peu, ça se recouvre un peu. Et c'est pas exactement le même concept. Et puis, il y a d'autres choses qui sont vraiment sur la composante même où les jeux d'argent et les opérateurs de jeu vont essayer de tromper le cerveau en lui faisant croire qu'il gagne de l'argent alors qu'en fait, il est en train de perdre. Et donc, ce concept, par exemple, de perte déguisée en gain, mais aussi de near miss, c'est vraiment là-dessus, de presque gain. C'est vraiment là-dessus que ça joue. Donc, on va donner des exemples précis. Ouais, c'est ça. Alors, les pertes déguisées en gain, c'est par exemple, je prends un ticket de grattage à 2 € et en fait, mon ticket est marqué gagnant 1 €. Et donc là, moi, je me dis, waouh, trop bien, j'ai gagné 1 €. En fait, j'ai perdu 1 € de mise. Donc, en fait, je suis perdante de 1 €, mais pourtant, mon ticket de grattage est gagnant. Et donc, mon cerveau va se dire, waouh, j'ai gagné 1 €. Alors, en fait, j'ai complètement perdu 1 €. Puisque 2 moins 1 égale 1. Donc, comme après les mathématiques, on y est toujours. Et donc, du coup, ça, c'est des pertes déguisées en gains. Donc, c'est en fait assez simple. Mais finalement, vous avez peut-être déjà fait cette expérience. Et c'est pas si évident, en fait, de se dire, mais en fait, je suis perdante. Voilà. Donc, évidemment, là, c'est vraiment quand on passe sur une mise. Après, on travaille parfois avec les patients de regarder, par exemple, sur la journée entière. Et sur la journée entière aussi, les patients ont beaucoup de mal, en fait, à faire ce calcul en disant, mais en fait, aujourd'hui, j'ai gagné 200 €. Mais si on a misé 400, en fait, à la fin de la journée, ben voilà. Donc là, c'est plus sur le bilan du joueur, mais une perte déguisée en gain, c'est vraiment sur une action de jeu où là, en fait, ça va carrément être flagrant qu'en fait, on m'a fait croire que j'avais gagné un peu d'argent, mais je me rembourse même pas, en gros. Après, ce qu'on appelle en anglais les near miss ou les presque gains. En français, on est un peu plus optimiste peut-être qu'en anglais, mais en tout cas, donc c'est typiquement, peut-être si vous avez déjà joué à une machine à sous ou vous avez déjà vu en fait, voilà, les images qui doivent s'aligner en fait, c'est ça. Ouais. Donc sur une machine à sous, typiquement, il y a des roulettes qui entraînent en fait des formes et donc on a l'impression que la roulette elle est emmenée par son élan et qu'en fait du coup il y a des images qui vont s'aligner et si on a 3 images identiques qui s'alignent par exemple, du coup on va gagner, on est dans une situation de gain, on va gagner de l'argent. Donc il faut savoir déjà en fait que dans les machines à sous, en fait, c'est pas du tout l'entraînement de la force de votre poignet qui a tiré sur la manivelle. D'ailleurs, c'est souvent des boutons maintenant qui fait que ce petit dessin par hasard va s'aligner avec les autres. En fait, c'est des combinaisons qui sont préétablies par les fabricants de machines à sous pour qu'en fait, il y ait plein de situations de presque gain qui apparaissent. C'est-à-dire, c'est fait exprès pour que le petit dessin, il s'arrête juste avant la ligne et que du coup, vous vous dites « Ah, j'y étais presque !» Et donc, à chaque fois que vous avez envie de dire « Ah, j'y étais presque », en fait, c'est que votre cerveau, en fait, a reconnu cette situation comme un gain alors que vous avez perdu de l'argent. Et donc ça, il y a des études hyper rigolotes en imagerie cérébrale où en fait, on fait de IRM à des personnes. Et en fait, on leur montre des situations où ils gagnent vraiment de l'argent, des situations où ils perdent vraiment de l'argent et ces situations de presque gain. Et en fait, le cerveau pense que cette situation où j'ai la forme qui était presque alignée avec les deux autres, en fait, elle est plus proche pour le cerveau d'une situation de gain que d'une situation de perte. Donc, c'est vraiment une espèce de faille du cerveau. Notre cerveau, c'est vraiment un organe très élaboré pour certaines choses et vraiment très faillible pour d'autres. Et pour les jeux d'argent, il a vraiment plein de failles. Et ça, c'est une faille qui marche hyper bien et qui, bien sûr, est super exploitée par les opérateurs de jeu. Bien sûr. Est-ce que pour les tickets à gratter, si on doit avoir 4 symboles pour gagner, on n'en a que 3, c'est la même chose ? Alors voilà, c'est la même chose, sauf que c'est pire que ça parce que donc ça mélange un autre des pictogrammes qui est l'action qui vous donne l'impression que vous contrôlez quelque chose alors qu'en fait, vous ne contrôlez rien parce que typiquement sur un ticket de grattage, en fait, le ticket, il est avant que vous fassiez quoi que ce soit, gagnant ou perdant. Et c'est pas parce que vous avez mal gratté les choses que du coup, il va devenir gagnant ou perdant. Et donc du coup, ça, le fait de vous faire gratter quelque chose ou des mots croisés, c'est vraiment juste pour vous donner l'impression que vous contrôlez l'issue du jeu, alors qu'en fait, le ticket est déjà, quoi que vous fassiez, gagnant ou perdant.
Et donc, tout ce qui vous engage comme ça en vous donnant l'impression que vous contrôlez l'issue, alors qu'en fait, c'est une issue aléatoire, du coup, ça rend aussi le jeu plus addictif. Et ce qui rend aussi le jeu plus addictif, en tout cas à la lecture de votre étude et après l'étude de vos pictogrammes, c'est la suggestion de messages qui expliquerait la facilité pour parier et la sécurité du pari aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce que ça veut dire la facilité pour parier et la sécurité du pari? Alors ça, c'est un concept qui est un peu fourre-tout, entre guillemets, qui rassemble plusieurs choses. Et donc, dans cette étude, en fait, on s'est intéressé vraiment aux choses qui étaient directement dans la mécanique du jeu, là, comme ce que je viens de vous expliquer avec ces histoires de Nirmis. Mais on s'est aussi intéressé à l'environnement de jeu en lui-même. Donc, tout ce qui était mis en place par, finalement, les opérateurs de jeu pour nous rendre addicts. Et là-dedans, on a décidé d'inclure aussi les instructions, enfin, donc le mode d'emploi des jeux, entre guillemets, les consignes et puis les publicités. D'accord. Et donc, au sens publicité, c'est aussi tous les échanges commerciaux, on va dire. Donc, la facilité à jouer, donc c'est par exemple le fait qu'il y ait peu d'étapes pour ouvrir un compte et pour se mettre à jouer, ou alors le fait qu'on me donne, par exemple, des tours gratuits avant de commencer à jouer. Donc, du coup, c'est très facile. En fait, j'ai pas de démarche à faire et je peux me mettre à jouer assez rapidement. La sécurité à jouer aussi, c'est l'impression qu'en fait, les choses sont... on surévalue la confiance qu'on peut avoir envers l'opérateur de jeu. Et donc, du coup, plus on a confiance en l'opérateur de jeu, plus, en fait, on va finalement lui livrer notre argent à travers des mises. Donc, du coup, ça va être tous ces messages-là qui peuvent être différents en nature, mais qui va nous dire finalement, c'est pas compliqué, c'est facile, tu peux y aller facilement et en plus, tu risques rien. C'est toutes les campagnes de publicité qu'on voit sur les grands opérateurs en disant... tous les gagnants ont joué et arrivent à gagner quelque chose. C'était très facile de devenir un gagnant. Alors, dans les publicités, il y a vraiment plein de composantes qui sont qui vont potentiellement conditionner le comportement de jeu vers un plus grand investissement. Donc, in fine, peut-être pousser les gens à devenir addicts et qui sont très utilisés. Il faut savoir qu'en France, malheureusement, la publicité pour les jeux d'argent n'est pas du tout régulée comme ce qui est le cas pour le tabac et pour l'alcool. Donc, il y a pas, on appelle ça la loi Evin, donc pour le tabac et l'alcool, ce qui fait que c'est interdit. Enfin, maintenant, ça paraîtrait complètement incongru, en fait, de voir une énorme publicité au bord de route pour un paquet de tabac. Enfin, ça serait hyper choquant. Alors qu'en fait, on voit des énormes publicités pour des opérateurs de jeux. Alors qu'en fait, il s'agit, dans les deux cas, d'un produit addictif d'usage licite. Donc, c'est un peu compliqué cette association de mots, mais en gros, ça veut dire on a le droit de me vendre ce produit et je risque de devenir addict et c'est pas illégal ni de le vendre ni de le consommer. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un produit addictif d'usage licite. Et en fait, en ça, en termes pour mon cerveau, c'est exactement pareil, le tabac et les jeux d'argent. Pourtant, en fait, l'État a décidé en France de vraiment protéger beaucoup les gens par rapport au tabac. Mais pour les jeux d'argent, c'est vraiment pas le cas dans la même proportion. Donc, il y a quand même des choses qui sont faites. Et d'ailleurs, le cadre légal, il a évolué depuis maintenant l'année 2009, où en fait, l'État français a décidé de réguler les jeux en ligne. Donc, c'est-à-dire de permettre aux joueurs français de jouer en ligne. Avant, c'était interdit. Et donc, depuis ça, maintenant, ça fait 15 ans. Et donc, le cadre légal du régulateur, donc l'Autorité nationale des jeux, a évolué et essaye d'encadrer un petit peu la publicité. Mais malheureusement, ils n'ont pas énormément de moyens légaux pour le faire. Et c'est parfaitement légal donc de faire de la publicité, y compris en utilisant des choses qui vont pousser les gens à penser qu'ils peuvent avoir le contrôle sur le hasard, qu'en fait, ça serait bien de prendre des risques, ça serait valorisé sociétalement de prendre un risque, comme par exemple une campagne récente de publicité qui montrait des bouteilles de lait périmées en disant si t'es joueur, tu joues. Donc, en gros, c'est bien de boire du lait périmé et de risquer d'avoir une gastro parce que ça montre que je suis hyper fort, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est des valeurs en plus assez virilistes si on creuse bien le sujet. Et ben là, du coup, on est sur la même chose. Du coup, ça va essayer de pousser en fait le fait de valoriser, de prendre des risques, même si c'est pas hyper sain pour la santé. Enfin, si je fais un parallèle, en fait, c'est quand même presque un peu grossier en fait ce parallèle, mais en fait, ça dit pas plus que ça, quoi. Ce genre de publicité où on pousse vraiment à aller sur des valeurs qui sont pas très clean, en disant allez, c'est bien. Vas-y, mets-toi un peu en danger. Et ça, c'est super valorisé. Surtout, évidemment, on voit bien que ça cible aussi des populations un peu jeunes et plutôt des garçons. Et du coup, c'est les populations qui sont les plus vulnérables, en fait, pour devenir addicts quand ils s'exposent. Et parce que du coup, finalement, c'est quoi les risques des jeux d'argent et de hasard ?
Les risques de jeux d'argent et de hasard, c'est en premier lieu, en fait, de développer une dépendance, donc une addiction, vraiment qui va, pour mon cerveau, être exactement la même chose que ce qui se passe pour le tabac, l'alcool ou la cocaïne. Et donc, en fait, quand on joue de l'argent, donc un jeu d'argent, en fait, déjà, qu'est-ce que c'est un jeu d'argent? C'est une action où je vais remettre une partie de mon argent dans une situation qui implique du hasard. C'est-à-dire, je fais une mise, donc je vais livrer une partie de mon argent dans une situation d'incertitude. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je peux essayer de le prédire, mais à la fin, c'est impossible à prédire complètement. Il y a des jeux qui sont complètement impossibles à prédire, d'autres où on a une petite part de prévision. Mais à la fin, dans tous les cas, je ne saurais pas prédire parce qu'il y a toujours une composante aléatoire qui est prédominante. Et donc, du coup, je vais mettre une mise d'argent, de mon argent. Je vais la remettre dans une situation que je ne peux pas prédire. Et à la fin, en fait, de façon plus ou moins rapprochée dans le temps, je vais avoir une situation de gain où je gagne plus d'argent que ce que j'avais misé, ou une situation de perte où je perds complètement mon argent, ou bien éventuellement je gagne moins que ce que j'avais misé. D'accord ? Donc il y a vraiment ces deux parties-là. Et en fait, ce qui est important de comprendre de comment c'est possible de devenir addict à quelque chose qu'on ne met pas dans son corps, ni dans son sang, ni qu'on n'ingère pas, ni qu'on ne fume pas, c'est qu'en fait, c'est vraiment ce que ça va déclencher sur mon cerveau. Et en fait, à la fois cette situation de mise et la situation de gain, en fait, sont capables d'allumer mon cerveau et de lui dire « waouh, récompense ». Donc, excitation, et je libère des messagers qui soit me font plaisir, mais surtout m'excitent et me donnent une certaine forme de récompense. Et c'est pas juste le fait de gagner, c'est vraiment aussi ce moment de la mise où je mets mon argent dans l'incertitude. C'est le moment de la prise de risque, en fait. C'est ça, c'est le moment de la prise de risque, et donc qui implique des choses assez compliquées, mais de construction aussi de valeur à l'argent. Enfin, voilà. Donc c'est un truc assez compliqué, mais qui est assez bien capable d'allumer mon cerveau. Et il faut savoir qu'on ne peut pas devenir addict à un comportement qui n'allume pas le cerveau de cette manière-là. Donc on ne peut pas devenir addict à n'importe quel comportement. Et donc les jeux d'argent, ils sont vraiment fabriqués, il y a des jeux d'argent depuis... hyper longtemps, depuis l'Antiquité. Mais du coup, depuis toujours, il y a ces composantes-là. Et donc, il y a des trucs qui ne sont pas catégorisés comme jeux d'argent, comme par exemple certaines formes de boursicotage, on va dire, alors qu'en fait, elles ont ces composantes-là. Et donc, pour mon cerveau, lui, il ne sait pas, en fait, si je joue en bourse, si je joue sur un site de jeu en ligne qui est régulé par l'État français, si c'est un site qui est illégal, évidemment, mon cerveau, il voit juste comment il est allumé. Et donc, du coup, mon cerveau va être allumé comme ça. Et donc, quand on a ce type de récompense très, très forte pour le cerveau et systématique, parce que systématiquement, quand je mise, je suis déjà récompensé, même si je perds de l'argent, eh bien, mon cerveau va comme surmémoriser en fait cette espèce de récompense qui est très très importante pour lui à gérer. Et il va pousser des pensées qui vont me dire, en fait, ça serait vraiment une bonne idée de refaire ça. Il va même conditionner mon comportement sans que je m'en rende compte pour que du coup, je reproduise ce comportement-là. Donc, mes pensées et mon comportement vont être un peu comme piratés pour que je me remette à refaire la même chose parce que mon cerveau, il a vraiment beaucoup mémorisé et apprécié cette récompense. Et quand je suis jeune, quand je suis un ado ou un jeune adulte, mon cerveau, il est hyper vulnérable à ce genre de truc. Il se fait facilement arnaquer, en fait, par le jeu d'argent et par les récompenses très fortes. Comme ça, il n'est pas du tout préparé à se dire « oh là là, ça me récompense vachement, mais je vois bien que je peux me mettre en difficulté. » Non, un cerveau jeune, alors là, c'est vraiment, c'est comme du beurre, quoi. Du coup, voilà. Et donc, du coup, on n'est pas du tout préparé à gérer ce genre de récompenses. Et donc, du coup, on est beaucoup plus à risque de les reproduire et à un moment donné, ça va s'automatiser et je vais faire les choses même sans m'en rendre compte. Et puis, je vais me rendre compte que, par exemple, si je joue de l'argent alors que j'avais pas trop le moral, à nouveau, j'ai beaucoup plus le moral. Donc, si je viens de m'engueuler avec mon petit ami, je joue de l'argent, en fait, ça m'anesthésie un peu le cerveau. Donc, du coup, à chaque fois que je vais avoir une émotion un peu négative, je vais finalement réutiliser un peu ça comme une espèce de solution qui marche tout le temps parce que c'est systématique pour me sortir de quelque chose de désagréable. Et puis, évidemment, la boucle, elle va se refermer sur moi. Donc, du coup, les conséquences négatives, pour répondre à votre question, qui était il y a 10 minutes, c'est toutes les conséquences qu'on peut avoir dans une addiction. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas avoir un cancer parce qu'on a un problème de jeu d'argent. Mais par contre, ça va dégrader énormément le moral. On peut faire des complications comme les dépressions, avoir des idées suicidaires. C'est hyper fréquent, notamment après des grosses pertes. Et puis, on va déjà, dans un premier temps, avoir tendance à s'isoler, avoir un peu du mal à mettre les priorités dans les valeurs, dans ce qui est vraiment important pour moi. On va délaisser des gens qui comptent pour nous, délaisser des activités en fait, qui sont importantes pour nous, moins bien se concentrer en cours ou au travail.
être moins performant aussi dans ce qu'on fait d'habitude, parce que toutes les pensées, en fait, tout le système du cerveau qui normalement me permet de faire des activités variées, en fait, il va vraiment être comme complètement piraté pour aller me faire refaire le comportement. Et donc ça, évidemment, ça dégrade massivement la qualité de vie. Et donc, in fine, on imagine bien que si je joue toute la journée, à un moment donné, il va y avoir des conséquences financières. Mais il se passe plein de trucs avant qu'il y ait vraiment ces conséquences financières qui sont déjà des stades assez avancés et qui, évidemment, vont finir d'altérer la qualité de vie, quoi. C'est-à-dire que tous les addicts ne sont pas des gens qui sont en train de parier leur maison au casino, quoi. Non, en fait, ça commence bien quelque part, quoi. Et donc, effectivement, par contre, le recours aux soins, le fait de demander de l'aide parce que j'ai un problème de jeu, c'est hyper faible. On estime qu'il y a seulement 2% des gens qui ont un problème de jeu qui, en fait, vont demander de l'aide à un médecin ou à un psychologue. Et donc, c'est hyper faible. Pour vous donner une idée, pour par exemple l'alcool, les problèmes d'alcool, donc c'est aussi super faible, mais c'est 12%. Donc là, on est vraiment nettement en dessous. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant déjà que c'est possible d'aller voir quelqu'un pour se faire aider. Souvent, les gens ont honte. Et donc, ils se disent, là, je me suis mis là-dedans tout seul, donc du coup, il faut que je m'en sorte tout seul. Ils sont très culpabilisés. Et donc, du coup, c'est aussi super important de faire ce genre d'échange qu'on peut avoir pour que les gens se rendent plus compte qu'en fait, ils sont pour rien, en fait. Et donc, c'est complètement OK, en fait, de demander de l'aide parce que c'est difficile de s'en sortir tout seul. À quel moment on peut se dire que ça devient un problème ? Est-ce que ça dépend des gens ? Est-ce que quelqu'un qui passe de temps en temps à son journal et prend un ticket à gratter, ça, toutes les semaines, c'est un comportement qui a risque ? Ou est-ce que c'est des gens qui pensent toute la journée, qui jouent tous les jours ? Enfin, est-ce qu'on a à peu près un baromètre ou ça dépend pour chaque personne ? Alors, en fait, il y a un continuum de gravité. Donc, du coup, vraiment, ce phénomène de l'addiction là, que je vous expliquais, il est caractérisé par la perte de contrôle. Donc, à un moment donné où j'ai perdu même 1 degré de liberté par rapport à mon rapport au jeu, c'est un signe d'alerte. Donc, si genre, là, je me dis, ça serait mieux que je joue pas parce que je vais me mettre en retard et qu'en fait, je me mets quand même en retard. En fait, ça, déjà, c'est un signe d'alerte. Ça veut dire que j'ai perdu 1 degré de liberté de pas faire. Donc, l'addiction, c'est vraiment perdre la liberté de s'abstenir de faire. Et donc, dès que je commence à développer un rapport un peu singulier au jeu, donc du coup, j'ai du mal à ne pas faire. Ou le jeu, d'un coup, ça devient un peu ma priorité par rapport à autre chose. Ou ça prend de la place dans mes pensées, ça me prend du temps. Et puis, j'ai des conséquences négatives, même si elles sont légères, mais en fait, je continue à le faire quand même. En fait, ça montre que mon cerveau, il a déjà du mal à faire le tri entre ce qui me rend vraiment service à court et à long terme et ce qui me rend pas service à long terme, notamment le jeu. Et donc, ça montre qu'en fait, mon rapport comme ça à la récompense, à comment mon cerveau, il arrive à identifier une récompense, il est déjà perturbé. Donc, c'est déjà une signe d'alerte. Donc, on a un pictogramme qui met en garde sur le fait que l'argent gagné, il est vite recrédité sur un compte. C'est-à-dire qu'on parie et on remise la somme qu'on vient de gagner tout de suite. C'est ça. En fait, ça dépend des pays, mais il y a pas mal de pays où on ne peut pas tout de suite retirer ses gains, les sortir du compte de jeu. Donc, c'est particulièrement vrai pour les jeux en ligne. Or, si du coup j'ai une mise, mais que je peux pas l'avoir en vrai argent, du coup elle reste sur mon compte joueur et du coup je suis hyper tentée de la remiser. Et en fait, ça c'est comme si j'avais quasiment pas gagné d'argent. Et il y a plein de personnes qui ont perdu le contrôle de leur pratique de jeu, qui vivent avec une addiction, qui me disent moi, par exemple des patients qui me disent la semaine dernière j'ai gagné 400 €. Je dis mais est-ce que vous avez pu faire quelque chose de cet argent ? Et en fait c'est hyper fréquent que les gens disent non, en fait c'est carrément resté sur le compte et en fait je les ai remisés et je les ai reperdus tout de suite. Donc c'est de l'argent qui est réinjecté dans le jeu. Donc si vous pouvez tout de suite remiser vos gains, du coup, ça précipite en fait le fait qu'on majore et qu'on perde le contrôle. Il y a un risque supplémentaire en fait. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui ne permet pas au cerveau de refroidir, en fait, si je pouvais le dire un peu comme ça, du coup, va majorer le risque d'addiction. Et en fait, finalement, les mécaniques de jeu, souvent, s'inscrivent dans cette dynamique-là de ne pas laisser le cerveau refroidir en fait. Ouais, c'est ça. La majorité du temps, quand on pense aux jeux, qu'on pense aux paris sportifs, aux jeux de cartes, aux machines à sous, etc., en fait, c'est qu'on est un peu dans une forme d'adrénaline, en fait. Ouais, c'est une forme d'adrénaline. Il y a des gens qui conceptualisent l'addiction comme un gros problème pour prendre les décisions. Ouais. Et donc, du coup, normalement, quand je prends une décision, du coup, je vais aller regarder mon intérêt immédiat et à long terme et les conséquences négatives éventuelles immédiates et à long terme. Et donc, en fait, je peux prendre une fois une décision. Le cerveau, et dans la vie, c'est un peu, il fait des essais-erreurs. Donc, en fait, je vais faire un essai et puis, c'est une erreur.
du coup, je le refais pas 12 000 fois. Je me dis, je vais me rappeler, là, j'ai bien pris, quoi. Donc, du coup, je vais faire différemment la prochaine fois. Si on perd cette liberté, encore une fois, de faire différemment, alors qu'en fait, on a eu des conséquences négatives, ça aussi, c'est une façon, en fait, un peu de modéliser l'addiction. Et en fait, c'est particulièrement impliqué parce que quand on développe une addiction, comme je disais tout à l'heure, la récompense, elle est systématique. Et en général, elle est systématique et très rapide. Plus la récompense, elle arrive directement après le fait que soit je me sois injecté un produit, soit j'ai misé de l'argent. Enfin, donc la mise, en fait, c'est direct. Je mise et je suis récompensé. Donc ça qui est encore plus compliqué dans les jeux d'argent. Enfin voilà, c'est comme un produit. Mais il y a aussi la récompense. Si la récompense est très éloignée dans le temps de ma mise, donc en fait, je vais jamais apprendre à mon cerveau que cette récompense, donc la première, par exemple, le premier gain que j'aurai, si les 4 jours après mon action de mise, mon cerveau, il se rappelle plus du tout que j'avais misé de l'argent. Donc en fait, il va avoir du mal. Ok, il est excité quand il mise, mais il va avoir du mal à se rappeler qu'éventuellement, s'il gagne de l'argent, c'est parce qu'il avait misé 4 jours avant. Alors que si vous misez de l'argent, par exemple, sur une forme de poker hyper rapide, genre les espressos, et direct après, vous gagnez, en fait, le cerveau, lui, il a bien fait le rapprochement, quoi. Il va bien se rappeler que c'est parce que vous avez misé de l'argent comme ça. Et ça, c'est plus addictif que... Et donc ça, c'est beaucoup plus addictif. Okay. Et en fait, le cerveau, globalement, c'est vrai quand on est tout petit et ça s'améliore en grandissant, mais ça reste toujours un peu vrai, on a ce qu'on appelle le delay discounting. Alors ça, le delay discounting, c'est assez rigolo, c'est la fameuse épreuve du chamallow. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là avec les enfants. Donc du coup, on vous dit, voilà, je te donne un chamallow maintenant, mais si tu ne le manges pas, voilà, dans quelques minutes, je reviens et je t'en donne un deuxième. Mais il faut que tu te retiennes de le manger. Et donc les petits-enfants, ils ont vraiment méga de mal à pas manger le chamallow tout de suite parce que la récompense, quand elle est éloignée dans le temps, elle perd de la valeur. Et donc, c'est ce qu'on appelle le delay discounting. Ça veut dire le délai temporel, ça fait diminuer ma perception que j'ai d'une récompense. Et donc, en fait, le problème, c'est que donc, quand on est jeune, on est encore sensible au delay discounting par rapport à quand on est plus âgé. Donc, du coup, on est plus à risque de tomber dans l'addiction. Mais en plus, quand j'ai développé une addiction, ça reperturbe le delay discounting et mon cerveau, il va à nouveau se remettre comme s'il était enfant, entre guillemets, à reconnaître que la récompense immédiate. Et en plus, au fur et à mesure où je deviens vraiment très addict, les autres types de récompenses en dehors de celles de l'objet de mon addiction, donc en dehors du jeu, par exemple, si j'ai une addiction au jeu, en fait, elles vont perdre en intensité. Mon cerveau ne va plus réussir à les repérer. Donc, une récompense qu'on va dire naturelle, comme par exemple voir un beau paysage, ou passer du temps avec des amis, ou avoir un rapport sexuel, du coup, ce qui sont normalement repérés comme par le cerveau comme quelque chose qui lui fait plaisir, là, en fait, mon cerveau, il va plus savoir décoder qu'en fait, ça donne du signal plaisir. Tout le plaisir est recentré que sur le jeu. Et donc, dans l'article que vous avez publié, donc cette étude-là autour des pictogrammes, vous nous expliquez qu'il y a un écart de perception du risque addictif des jeux d'argent et de hasard entre les personnes expertes et le grand public. C'est-à-dire que le grand public perçoit moins un jeu comme étant porteur d'un risque d'addiction que les expertes et les experts des jeux d'argent et de hasard. Cet écart-là, à quoi il est dû ? Il est dû au fait qu'il y a zéro prévention. En gros, enfin quasi zéro prévention pour les jeux d'argent et que la population générale, en France en particulier, en fait, a tendance à considérer que les jeux d'argent, c'est un produit de consommation ordinaire. Donc, c'est un peu comme j'achète un ticket de grattage, c'est un peu comme j'achète une baguette de pain. Donc, du coup, c'est hyper fréquent. Vous pouvez demander autour de vous les gens qui ont gratté des tickets de grattage alors qu'ils étaient enfants. Alors, leurs parents leur ont offert même des pochettes de tickets de grattage. Alors, on n'imagine pas que les parents vous offrent un pack de bière. En fait, c'est exactement la même chose pour le cerveau. Sauf que du coup, évidemment, vous n'allez pas développer une cirrhose avec les jeux d'argent, mais en fait, c'est pas pour d'autres organes, évidemment, l'alcool, le tabac, c'est dangereux pour certains organes, mais pour le cerveau, par contre, c'est la même chose. Et donc, en fait, peut-être ça vous surprend, même quand je vous dis ça, vous dites, bon, c'est quand même pas exactement pareil. En fait, si, pour votre cerveau, c'est la même chose à gérer. Et donc, du coup, les jeux sont encore vraiment très, très banalisés, et parce que les gens ne savent pas, en fait, c'est très banalisé, et parce que l'industrie a intérêt à ce qu'on ne se méfie pas. Et donc, dans les publicités, c'est aussi vraiment une stratégie du marketing de faire ce qu'on appelle un alignement. Donc, c'est-à-dire, le jeu, c'est pareil que le sport, par exemple. C'est de favoriser cette espèce de confusion dans la tête des gens que finalement, faire du sport, si je joue pour mon équipe de foot favorite, c'est comme si moi-même je jouais au foot. Et c'est un peu la même valeur. Alors qu'en fait, c'est évidemment pas du tout la même activité pour mon cerveau, ni d'ailleurs pour mon corps. Et donc, du coup, c'est le fait d'aligner comme ça les jeux d'argent avec d'autres activités qui, elles, ont des valeurs positives, c'est une façon de banaliser en fait les jeux, que les gens ne se méfient pas en fait de ça.
Et que du coup, ils aient beaucoup de mal à évaluer qu'est-ce qui est addictif ou pas, parce que forcément, ils n'ont aucun moyen de deviner si on ne les a pas éveillés sur ça. Et donc, il y a cette représentation voilà, qui tend à faire que les gens en population générale vraiment se méfient très peu globalement des risques, parce qu'ils ne sont pas du tout éduqués sur ça. Et en plus, comme ils n'ont vraiment pas beaucoup d'informations, ils ont tendance à considérer que tous les jeux sont plus ou moins addictifs de la même manière. Alors qu'en fait, il y a des composantes là dont on parlait qui sont représentées sur ces pictogrammes qui font que ces jeux sont en fait plus ou moins addictifs. Et les gens en population générale ils mettent tout dans le même sac. En gros, tout n'est pas très addictif, en gros. Alors qu'en fait, il y a des jeux qui sont ultra addictifs, des jeux qui sont moins. Et globalement, tous les jeux sont addictifs. Et il y a vraiment une courbe entre, par exemple, un jeu de loterie où vous misez un jour et vous avez un résultat une semaine après, et vous allez dans par exemple, un lieu de vente pour acheter ce ticket. Donc ça, c'est très peu addictif. Et vous jouez à un casino en ligne, où ça, c'est la forme actuelle la plus addictive. Voilà, si vous jouez à la roulette en ligne, voilà, en ce moment, il n'y a quasiment pas de modèle plus addictif que ça. Alors, en fait, les opérateurs de jeu, ils continuent à essayer de créer des trucs encore plus addictifs. Par exemple, c'est vous-même qui tournez la roulette, on pourrait imaginer. Alors, j'ai rajouté une action pour me faire croire en fait, que je contrôlais. Et donc, du coup, toutes ces composantes-là, en fait, font faire que les jeux sont plus ou moins addictifs. Voilà, de base, les gens pensent plutôt que tout est pareil et pas très addictif. Et donc, c'est le rôle de vos pictogrammes. Donc, ces pictogrammes, quel est leur avenir ? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, on essaye en fait de les faire avancer. Donc, parce que ce qu'on a montré avec ces pictogrammes, c'est que les gens, justement, une fois qu'on leur montrait les pictogrammes et les définitions, ils arrivaient mieux déjà à plus se méfier des jeux, mais surtout à mieux les trier et à repérer qu'est-ce qui était addictif et qu'est-ce qui l'était moins. Et donc, du coup, à s'exposer de façon plus éclairée, c'est-à-dire en ayant vraiment bien en tête de quoi ils devaient se méfier et de quoi ils devaient moins se méfier. Donc ça, c'est une des clés donc qu'on pense utile pour la prévention, pour que les gens se méfient plus des choses plus addictives et soient plus à observer leur comportement, à se dire est-ce que c'est toujours OK en fait ma pratique de jeu, ou est-ce qu'en fait justement comme c'est une forme très addictive, je devrais faire encore plus attention. Et donc la première idée, ça serait d'utiliser ces pictogrammes dans des messages de prévention. Par exemple, comme on est en train de faire là, d'expliquer en fait ces différentes composantes et que les gens connaissent mieux les caractéristiques addictives des jeux. Donc, à travers différents médias, les programmes de prévention, ça peut être des choses très organisées à l'école, etc. À ce moment, en France, pour les jeux d'argent, ça n'existe pas, les programmes de prévention. Déjà, pour les addictions, on n'a pas beaucoup, mais alors les jeux d'argent, ça n'existe carrément pas. Donc, on pourrait se dire, on va essayer d'en développer. Après, on pourrait aussi se dire, en fait, on pourrait imposer à des opérateurs en fait de faire figurer ces pictogrammes, soit au moment où on joue, soit au moment où on ouvre un compte. Donc c'est des choses qu'on essaye de négocier, mais forcément tout le monde n'est pas très friand de ce genre de mesures qui potentiellement pourraient être efficaces. Et puis après, si on prend un parallèle par exemple avec les jeux vidéo, parce qu'à la base en fait cette idée on l'avait eue avec les pictogrammes PEGI qui figurent sur les jeux vidéo pour expliquer en fait les composantes pas forcément addictives, mais qui peuvent être inadaptées selon les âges, comme par exemple des contenus sexuels ou violents, donc du coup qui sont illustrés par ces pictogrammes PEGI. Et donc, alors maintenant tout est dématérialisé, mais en fait ces pictogrammes figurent quand même quand on achète, même que ce soit en ligne ou en dur, les jeux. Donc on pourrait imaginer en fait que ces pictogrammes soient diffusés en fait sur les sites opérateurs ou sur le lieu de vente, donc pour sensibiliser progressivement les gens et ce qui monte en fait en compétences pour connaître ces composantes addictives et puis débanaliser en fait le jeu en lui-même pour pas qu'à chaque fois on dise aux gens c'est à vous de vous protéger, mais qu'en fait voilà, on assume enfin que non, les jeux c'est addictif, donc c'est pas que aux gens de faire gaffe, c'est aussi à l'État de protéger les gens. Est-ce que vous avez mesuré dans votre étude vraiment des réductions du comportement addictif ou de l'utilisation des jeux avec les pictos ? En fait, on a mesuré à quel point leur cotation, la façon dont ils évaluaient bien l'addictivité des jeux se rapprochait des experts qui avaient eux-mêmes aussi coté l'addictivité des jeux. Et donc, on a montré qu'on doublait les capacités des gens à bien reconnaître les caractéristiques addictives des jeux avec les pictogrammes. Après, on n'a pas fait une étude où on suivait les gens dans la durée. Donc, du coup, c'est un projet qu'on a, justement. Donc, on essaye de mettre en place pour voir si, quand on expose les pictogrammes aux gens, qu'on les aide à mémoriser, par exemple, on fait des petits jeux de mémorisation, est-ce que, en fait, sur le plus long terme, effectivement, ils jouent moins, ils ont moins envie de jouer. Et puis, notamment au début d'une pratique de jeu, ils perdent moins le contrôle. Donc, après, voilà, c'est une toute petite brique sur tout ce qu'on peut faire d'énorme en prévention. Donc, je pense que ça va pas... Malheureusement, ça révolutionnerait pas complètement la prévention, mais ça pourrait être une petite brique intéressante.
Moi, j'avais alors c'est un sujet, on en avait parlé en travaillant cette émission. Ah oui. Sur, je ne sais pas si vous avez vu, mais les casinos en ligne qui visent vraiment les enfants, les jeunes enfants, notamment avec les jeux comme Counter-Strike, où il y a les paris pour ouvrir des boîtes. Je ne sais pas si vous voyez on va dire, c'est un peu en fait, c'est des faux casinos, mais qui sont ouverts un peu aux enfants. Est-ce qu'il y a des manières de les contrôler ou de faire quelque chose? Parce que là, on attaque vraiment les enfants pour l'addiction. Alors en fait, il y a un glissement global de confusion qui est fait de façon totalement délibérée entre ce qu'on appelle le gambling, donc les jeux d'argent, et le gaming, donc les jeux vidéo. Et donc ça a à voir avec un des pictogrammes qui est justement les actions dans le jeu. Donc plus vous faites des actions dans le jeu, en fait, plus vous allez vous mettre à miser de l'argent, à miser plus, parce que vous avez l'impression que vous contrôlez. Et donc plus vous avez un espèce d'univers qui ressemble à du gaming, plus vous serez en immersion, plus vous perdrez la notion du temps, plus vous aurez cette série de petites actions, et donc plus ça rend addict. Après, donc du coup, ce mouvement du gaming vers le gambling, il est aussi vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans les jeux vidéo classiquement, donc il y a plusieurs, enfin c'est pas les premières tentatives qu'on a en fait d'introduire des espèces d'équivalents de jeux d'argent, comme par exemple les loot box, qui sont interdits d'ailleurs dans certains pays, qui ont été sortis par certains jeux parce qu'ils se rendaient compte que les joueurs râlaient, mais en tout cas qui existent quand même encore. Et donc ces loot box, en fait, c'est soi-disant pas vraiment des mises d'argent, mais quand on regarde bien, je dépense de l'argent je la mets dans une situation aléatoire, je ne sais pas ce qui va se passer, et à la fin, je vais avoir quelque chose qui a éventuellement de la valeur, même si ce n'est pas vraiment de l'argent tout de suite, parce que je peux le revendre en fait sur certains marchés. Et donc ça a été assez décrié en disant en fait c'est un équivalent de jeu d'argent, parce qu'on sait bien que finalement les gains peuvent être monétisés derrière, et donc c'est vraiment pas OK de proposer ce genre d'action, notamment à des mineurs, notamment dans des environs de jeu délibérément proposés aux jeunes enfants. Donc du coup, ces glissements, en fait, ils sont très observés, on va dire. Ils sont très observés par les autorités, mais ça reste super compliqué, en fait, de vraiment encadrer de façon très rigide. Donc tout ce qui est aussi monétisation de certaines cartes, toutes choses comme ça, en fait, vont finalement... Ce qui est important de se rappeler, en fait, c'est vraiment ce qu'on a dit, mais qu'est-ce que c'est un jeu d'argent? Et c'est ces ingrédients-là je mets de l'argent dans une situation d'incertitude, et après j'ai une situation de gain ou de perte. Et en fait, quel que soit le contexte, quelle que soit la façon dont ça s'appelle, finalement, si j'ai ces ingrédients-là, c'est un équivalent de jeu d'argent. Et donc, attention, warning, je peux perdre le contrôle. En gros. Merci beaucoup. Merci Amandine. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour petit mot de la fin, se rappeler qu'en fait, c'est vraiment hyper fréquent. Vous l'avez dit pour commencer la discussion, mais effectivement, il y a 1 500 000 personnes en France qui ont une addiction au jeu. Donc, c'est important quand même de se dire que quand moi, j'ai un peu perdu le rapport à ma pratique de jeu, je ne suis pas tout seul, quoi. C'est hyper fréquent. Donc, c'est bien de pouvoir en parler. Il y a des professionnels de soins qui sont là aussi dispo pour aider les gens. On n'a pas à s'en sortir tout seul, quoi. On n'a pas fait exprès de tomber dans l'addiction. Donc, c'est important de savoir qu'on peut demander de l'aide. Et surtout que les opérateurs de jeux ne sont pas nos amis, comme on dit, puisque quand même, il y a 40% de leur chiffre d'affaires qui vient directement de la poche des joueurs qui ont perdu le contrôle, donc de personnes malades. Et quand même, c'est bien de savoir aussi à quoi on s'expose en termes de rapport à l'autre, quoi. Oui, donc finalement, gratter un ticket à gratter, c'est pas si banal. C'est pas si banal, c'est pas banal du tout. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et regardés. Pour en savoir plus sur les jeux d'argent et de hasard et les mécanismes des addictions au global, rendez-vous sur Mad Digital et sur tous nos réseaux sociaux. Les liens sont en description. À bientôt!